c'est le plus gros scam financier de toute l'histoire ever. C'est une logique de pyramidal Ponzi qu'on renvoie au prochain le problème. Et là, on a gonflé une série d'entreprises qui sont à perte, parce qu'on va se le dire, la majorité des sous-entreprises là-dedans sont à perte, sauf Starlink. Si demain matin, j'avais à parier de l'argent d'ici la fin de l'année, dire est-ce que l'action va finalement se transiger plus bas? Est-ce que ça va peut-être même descendre en bas d'1 trilliard de dollars? Il y a des excellentes chances que oui. Donc, effectivement, Jonathan, je n'ai finalement pas investi, moi, personnellement. Bon, peut-être que mes conseillers auront investi un petit peu d'argent sur SpaceX, mais c'est vrai, je n'ai pas pris les risques. Et si on regarde concrètement ce qui s'est déroulé, essayons de donner un maximum de contexte à notre audience. L'organisation SpaceX, et pourquoi on donne tout ce contexte? Parce que c'est ce qu'on a discuté au dernier podcast Hypercroissance. Si vous ne l'avez pas écouté, allez voir l'incroyable analyse qu'on a fait de SpaceX avant son émission publique qui a eu lieu le 12 juin 2026 dernier. L'organisation a fait une émission publique à 1,75 trilliard de valorisation boursière. Jonathan et moi, on enregistre le podcast le 16 juin 2026. Il est à peu près 11h20 heure de l'Est. L'entreprise, en ce moment, se transige à 2,75 trilliards de dollars. Donc, littéralement, on est allé chercher un petit trilliard de plus en valorisation à peu près en 3 jours ouvrables. C'est pas mauvais pour notre ami Elon, qui en fait maintenant une personne un petit peu plus riche. Il vaut 1,4 trilliard de dollars. Bon, de un, commençons. On va féliciter les gens qui ont investi. On va féliciter l'équipe de SpaceX, le plus grand IPO de l'histoire des IPO. On peut féliciter Elon Musk également. Je pense qu'il a bâti une organisation exceptionnelle qui, l'endroit où je te rejoins, Jonathan, il y a beaucoup de choses qui méritent d'être prouvées encore dans les prochains mois. Je ne pense pas qu'il faut s'emballer après 3 jours à la bourse. Je pense qu'on va pouvoir réellement avoir une bonne idée de ce que l'entreprise a dans le ventre dans à peu près 6 mois, selon moi. Donc, peut-être vers la fin de l'année, où est-ce qu'on va être capable de voir à ce moment précis, où est-ce qu'elle va se situer? Parce qu'au moment où est-ce qu'on enregistre également, Jonathan, ça c'est un point intéressant à mentionner, ils viennent de conclure officiellement l'acquisition de Cursor. Donc, je ne sais pas si tu avais suivi un petit peu les nouvelles, mais quelques mois avant leur émission publique, je pense que c'était sorti en avril ou au mois de mars, SpaceX avait annoncé l'acquisition de Cursor, qui est une organisation d'intelligence artificielle que beaucoup de gens utilisent à la place dans le passé de Claude Code. Maintenant, beaucoup de gens bougent sur Claude Code qui se spécialisent beaucoup dans le volet dev, dans le volet coding. Une organisation quand même qui a le vent dans les voiles. Si on regarde, les revenus annualisés sur 12 mois sont à peu près à entre 3 et 4 milliards de dollars avec une croissance assez rapide. La transaction s'est terminée à 60 milliards de dollars, mais je pense qu'elle était majoritairement en actions SpaceX. Donc, littéralement, en 3 jours ouvrables, Elon a facilement fait un 20-30 fois son acquisition. Donc, je pense qu'il s'en sort bien. Mais bon, ils ont été capables d'aller chercher ça. Ça risque de les aider à compétitionner finalement au niveau du consommateur parce que je pense qu'ils se positionnent bien SpaceX en ce moment au niveau du B2B des grandes entreprises comme Anthropic et Google qui ont eu des ententes avec eux. Le gouvernement, quand ils ont bien entendu des missions envoyées dans l'espace, ils ont également des ententes avec le gouvernement avec Grok. Et je pense qu'au niveau du consommateur, c'est là qu'ils pêchaient. C'est là qu'ils n'arrivaient pas à générer un bon volume de revenus quand on les compare aux autres joueurs. Donc, à voir si l'acquisition de Cursor va les mettre en place. Mais qu'est-ce que ça dit tout ça? Donc, est-ce que tu es au même endroit que la semaine dernière? Tu te positionnes toujours au même endroit que la semaine dernière ou ça a changé un petit peu? Antoine, je suis toujours sur la même ligne de pensée. C'est le plus gros scam financier de toute l'histoire ever. Oh! Et il y a de fortes chances que ça... Un scam, oui, c'est le terme utilisé. C'est une logique de pyramidal Ponzi qu'on renvoie au prochain le problème. Et là, on a gonflé une série d'entreprises qui sont à perte, parce qu'on va se le dire, la majorité des sous-entreprises là-dedans sont à perte, sauf Starlink, qui n'est pas des gros profits là, au final. Puis là, on arrive avec une valorisation complètement démesurée parce qu'on a confiance en Elon Musk. Moi, je trouve que ça faisait aucun sens, la valorisation initiale. Là, ce qu'on voit présentement, c'est une bulle, je pense, de surconfiance au niveau émotionnel dans le marché. C'est complètement déconnecté de des métriques standards ou des métriques... On est complètement dans une logique stratosphérique là, pour pas faire de mauvais jeu de mots avec SpaceX. Là. Et j'ai hâte de voir, ça met énormément de pression sur Elon et ça gagne à livrer des revenus, à livrer des profits. Et si ça se concrétise pas, ben malheureusement, il y a beaucoup de gens qui vont perdre une partie d'argent qu'ils peuvent pas perdre. Et j'ai hâte de voir comment ça va être parce que là, la logique, c'est qu'il y a beaucoup de gens, des insiders, donc des gens qui étaient là avant l'IPO, avant l'émission publique. Ils ne peuvent pas vendre leur action avant 6 mois. Exact. Donc là, on a une fenêtre de 6 mois devant nous qui nous amène, je pense, jusqu'à environ en décembre. Et ça risque
On va voir après décembre qu'est-ce qui va vraiment se passer avec ça. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont vouloir sortir. Donc, la chance que l'action reste à la même valorisation qu'aujourd'hui, qui était déjà ultra gonflée, plus 50% dans 4 jours, c'est plus gros que la capitalisation boursière de Boeing. Juste l'augmentation qu'il y a eu, ça fait aucun sens. Et là, il faut que ça tienne jusqu'en décembre. Et en décembre, il y a des gens qui vont vouloir liquider en masse. Donc, je pense que ça va être je pense, un beau roller coaster. Encore là, c'est pas des conseils financiers qu'on vous donne, c'est une simple opinion personnelle que j'ai moi de mon côté. C'est la raison pourquoi je jugeais que c'était plus un billet de loterie ou un casino de mettre des sous dans SpaceX. Il y en a qui l'ont fait présentement, qui vont peut-être ressortir avec un gros gain. Je doute que ça va être le cas pour 6 à 9 mois devant nous, que ça va donner probablement... Les chiffres doivent se rapprocher des fondamentaux et on est tellement loin des fondamentaux présentement. Et tu parlais entre autres de Cursor, Antoine. Juste pour démocratiser, c'est quoi Cursor? C'est un logiciel et un cerveau numérique en arrière qui permet d'écrire des lignes de code plus efficacement. Anthropic est rendu super fort à le faire. Microsoft est en train de rentrer dans ce marché-là comme un train. OpenAI est super fort. Cursor, qui est un joueur indépendant, je pense pas qu'ils vont réussir à tirer leur épingle du jeu de manière extrêmement forte dans les prochains mois, prochains trimestres. L'interface elle-même devient une commodité. Le cerveau numérique en arrière de ça devient une commodité. Eux achètent ça au fort prix. Je vois pas comment ils peuvent rentabiliser cet achat-là. Pour quelqu'un qui est dans l'industrie à l'heure actuelle, je vois ça comme, honnêtement, il faut qu'il y ait quelque chose de plus loin que juste de rentabiliser cette acquisition-là. Et encore là, je pense, l'achat de Cursor va leur nuire parce qu'ils vont être probablement l'interne incités à utiliser Cursor. Microsoft l'ont fait avec leur propre outil. Ils se sont rendus compte que ça leur causait problème. Donc, ils ont importé les outils d'Anthropic. Et là, dans quelques jours, ils vont forcer à ne plus utiliser les outils d'Anthropic pour forcer les gens à l'interne chez Microsoft d'améliorer les outils de Microsoft. On voit ce que ça donne quand une compagnie force à un outil qui est pas très à la fine pointe de la technologie. Je pense que c'est une recette parfaite pour un potentiel désastre devant nous, pour des gens qui ont beaucoup d'espoir. Peut-être que ça va être leur fonds de pension. Il va y avoir beaucoup de monde, je pense, à travers le monde qui vont malheureusement vivre ce qu'on a vécu avec Lyon ici au Québec. Qu'on avait confiance en une entreprise, qu'on a confiance en des humains, puis malheureusement, c'était surgonflé versus la livraison finale. Je souhaite pas que ça soit ça qui va arriver au final. Par contre, il y a beaucoup d'indicateurs qui relatent ça. Il y a même des Morningstar de ce monde qui sont des entreprises extrêmement crédibles qui valorisaient l'entreprise à 4 fois moins que ce que c'est aujourd'hui. Et quand une entité crédible comme ça dit « Attention, gang, on est peut-être 2, 3, 4 fois surévalué », à un moment donné, il faut porter attention. Donc, voilà. Puis, ce qui risque peut-être d'aider, par contre, dans les prochains jours pour faire encore gonfler la valeur, ce qui est en train d'arriver, l'arrivée de SpaceX en bourse est en train de changer certaines règles. Normalement, dans un indice comme le S&P 500 qui regroupe, de mémoire, je pense, pas de mémoire, mais c'est 500 entreprises. Normalement, ça prend 1 an après une émission publique pour intégrer cette nouvelle entreprise-là dans l'indice global. Et là, ils ont réussi à les règles pour qu'on puisse maintenant le faire après 15 jours. Donc là, SpaceX va se ramasser dans beaucoup d'indices et dans beaucoup de fonds communs de placement qui risquent de créer une deuxième bulle par-dessus la bulle de la bulle. Donc à suivre, je pense qu'il va peut-être en avoir encore une inflation vers le haut du titre dans les prochaines journées, prochaines semaines, mais pour combien de temps ça va tenir et à quelle vitesse le roller coaster va descendre par après. Alors, je pense que ça va faire un sujet croustillant à suivre devant nous, mais malheureusement, c'est monsieur, madame, tout le monde en quelque part qui va payer au final. Et c'est ça que je trouve pas éthique. Donc, Jonathan est très négatif à travers tout ça. Je me présente un petit peu comme l'entre-deux, je dirais. Je pense qu'il y a du vrai dans ce que tu dis. Si demain matin, j'avais à parier de l'argent d'ici la fin de l'année, dire est-ce que l'action va finalement se transiger plus bas? Est-ce que ça va peut-être même descendre en bas d'1 trilliard de dollars? Il y a des excellentes chances que oui, en toute transparence, parce qu'il y a un terme en anglais qu'on utilise souvent, you get priced at perfection. Donc, tu as un prix quasiment fait à la perfection, on peut le dire ainsi. C'est ce qui se déroule en ce moment pour SpaceX. Tout est fait pour que tout se passe parfaitement bien, qu'il n'y ait aucune embûche et qu'il n'y ait aucun problème et que d'ici 6 mois, 1 an, ils soient capables de générer entre 50 et 100 milliards de dollars de revenus annuels grâce à des data centers dans l'espace. Donc, tout est fait pour que le plan présenté se passe à la perfection. Et comme vous le savez aussi bien, tous les gens qui nous écoutent, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, une entreprise, c'est rarement à la perfection, spécifiquement les entreprises souvent que Elon Musk gère. Souvent, il y a des hauts et il y a des bas. À voir ce qui va se dérouler. L'endroit, par contre, qui serait intéressant à tout le monde de bien s'éduquer sur le sujet, parce que je pense que si on regarde uniquement le plan d'aujourd'hui, c'est impossible
de même donner une valorisation à 2,7 trilliards de dollars à une organisation comme ça, c'est quand on regarde les revenus des 12 derniers mois, ce qu'un petit peu l'entreprise est en train de faire. Aussi belle peut-elle paraître en envoyant des fusées dans l'espace, aussi rapide peut-il paraître le Starlink de SpaceX, tout ça mis ensemble ne vaut pas mathématiquement cette valeur. C'est-à-dire que là, au moment où on se parle, comme je l'avais mentionné la semaine dernière, c'est 50 milliards de revenus annualisés ou projetés sur les 12 prochains mois au minimum, parce que c'est les ententes qu'ils ont présentement. L'organisation est à 2,7 trilliards, donc on est sur un multiple d'à peu près plus de 50 fois, si on fait des calculs rapides, ce qui est excessivement élevé. Et même avant que les deux ententes qu'on a discutées la semaine dernière avec Google et entreprises qui se mettent de l'avant, l'entreprise avait une valorisation à plus de 100 fois ses revenus, ce qui est très rare qu'on fait de l'argent quand on investit dans des entreprises qui sont à 100 fois leurs revenus, soyons clairs. Ceci étant dit, l'endroit où est-ce que j'invite les gens à aller s'éduquer, j'essaierai de mettre peut-être dans les notes de l'épisode certaines vidéos ainsi ou des lectures que j'ai fait par rapport à tout ça. C'est assez impressionnant tout de même. Et je pense que je t'ai même envoyé le vidéo, Jonathan. Je ne sais pas si tu as eu la chance de le voir, qui explique leur plan d'avoir des centres de données, des data centers. Je ne sais pas le bon terme en français dans l'espace. Si ça se traduit et que ça fonctionne bien, il peut y avoir une ligne de revenus assez impressionnante qui se met en place. Mais j'ai envie de dire, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. C'est-à-dire qu'il faut que ce plan se matérialise. La valorisation aujourd'hui, demain et après-demain de l'entreprise est à peu près 100% orientée là-dessus. Il y avait Elon Musk sur Twitter, X, cette semaine, qui disait être assez confiant que d'ici 2030, l'organisation fera environ 1 trilliard de revenus à l'année. On se rappelle, c'est 48 milliards au moment où on se parle. Il y a Jamie Dimon, qui est le président de la banque JP Morgan, qui a été parmi les banquiers qui ont aidé Elon Musk à faire l'émission publique de SpaceX. Avec leurs prévisions à l'interne, il prévoit environ 300 milliards de revenus annualisés d'ici 2030. Donc, l'endroit où est-ce que j'invite les gens à bien s'éduquer, c'est de bien aussi faire les recherches par des gens qui sont reconnus et qui ont une réputation dans l'industrie. Si vous prenez Elon Musk à ses propres mots, c'est son entreprise. Mais des banquiers qui vont mettre leur réputation sur la table et qui vont faire ces projections-là à leurs propres clients pour qu'ils investissent dans l'entreprise, ça devient autre chose. Et c'est là que je pense que c'est important de prendre également cette partie de l'équation dans l'analyse de l'entreprise. Je challengerais quelque chose, Antoine, là-dessus. Puis c'est là que les banquiers, je pense, il manque quelque chose dans l'équation. Puis j'explique. Tout le modèle d'affaires futur d'Elon Musk est basé sur des revenus qui proviendraient de data centers dans l'espace. Ou une grande partie de la profitabilité. Sur une technologie qui n'existe pas encore. Ça veut dire qu'il y a un fondement qui doit être vrai et qui doit rester vrai devant nous, c'est qu'on a encore besoin d'autant de data centers. Et là, actuellement, la seule raison pourquoi on a besoin d'autant de data centers et d'en construire, c'est que les cerveaux numériques, l'intelligence artificielle qu'on est en train de construire, c'est extrêmement gourmand en puissance de calcul. Et ça sera pas vrai tout le temps. On est en train, présentement, de développer de la technologie et du matériel où ce qu'on va être capable de faire fonctionner ces cerveaux numériques-là dans nos téléphones, dans nos ordinateurs, dans une petite boîte. Il y a AMD cette semaine qui a sorti une petite boîte à 1500 $ US qui permet de rouler un cerveau numérique plus gros que ce qu'on a présentement dans ChatGPT. C'est sur notre bureau, dans une boîte. Et ça fait que les data centers, la nécessité de construire et de croître de manière exponentielle les data centers n'est plus vrai ou ne sera plus vrai dans quelques jours, quelques trimestres. Mais on revient au même point que la semaine dernière, Jonathan. Autant que je te rejoins, parce que je pense que de plus en plus, et ça va peut-être même être le cas chez J7, et peut-être que ça va même être le cas présentement chez OpenMind et que ce sera bientôt, parce que vous allez rouler vos propres modèles à l'interne sur un serveur local. Je pense que il y a beaucoup de gens dans l'industrie qui s'en vont là, parce que soyons honnêtes, ça commence à coûter très, très cher, ces tokens. Et à un certain point, à un moment donné, les modèles open source ou open weight, tu avais fait un bon podcast là-dessus avec nous, la frontière de ces modèles-là vont être assez bons pour qu'on soit capable de ne pas être frustré de les utiliser à l'interne. Donc ça, je pense qu'il y a un scénario, Jonathan, où est-ce que je suis 100% d'accord avec toi. L'endroit où ce qu'on revient et qu'on discutait la semaine dernière, ça, c'est dans l'assomption que l'IA est utilisée uniquement dans un contexte de cerveau numérique. Quand l'IA s'intègre, et tu vois, ça ouvre un parallèle qui est intéressant. On en avait parlé, je pense, sur le podcast, il y a peut-être 6 mois de cela. Jeff Bezos vient de faire une levée de fonds de 12 milliards de dollars pour son entreprise Prometheus, valorisée maintenant 42 milliards de dollars. Ça va vite maintenant, les valorisations. Hein? Tu appelles 2-3 de tes amis et tu vaux 50 milliards de dollars. C'est à peu près ça qui se déroule maintenant. L'entreprise n'a pas de revenus, on engage 50 employés, on met son nom devant l'entreprise, on appelle 4-5 de nos chums, met 1 milliard, met 2 milliards, met 3 milliards, parfait, ça vaut 42 milliards, on est lancé. Bref.
Puis on vaut 42 milliards. Ça n'a aucun sens. Ah oui, Voilà, mais ça, c'est une autre discussion. Mais mon point est, lui, il n'est pas en train de bâtir des LLM. Il est en train de bâtir littéralement des ingénieurs robots qui vont être capables de faire des travaux physiques dans le monde physique. Et je pense que c'est là que l'augmentation et l'importance de toute cette puissance de calcul des tokens va aller beaucoup plus loin que ce qu'on se consomme en ce moment. Donc, il y aurait l'argument de dire que si la consommation d'intelligence artificielle se limitait à ce qu'on fait aujourd'hui, ton point serait valide, mais je pense que le point que tu n'es pas capable de voir et que je ne suis pas capable de voir, que personne n'est capable de voir aujourd'hui, c'est qu'est-ce que nous, en tant que société, on va consommer comme intelligence artificielle dans 5 à 10 ans. Et ces organisations ont une valeur autant élevée en ce moment et les data centers sont autant en demande à cause du pari qu'on prend pour le futur. Et il y a beaucoup de gens qui vont prendre l'argument complètement inverse du tien en ce moment de dire que les entreprises qui ont les meilleures valorisations, c'est les entreprises qui bâtissent ces fameux centres d'intelligence artificielle. J'ai écouté un très bon podcast ce matin du CEO de Perplexify. Il dit la raison pourquoi ces entreprises-là comme Micron ou comme CoreWeave qui bâtissent des data centers, la raison pourquoi ils ont des valorisations autant élevées en ce moment, c'est parce qu'ils répondent à un point qui est le bottleneck de l'industrie, cette fameuse énergie, cette puissance de calcul. À suivre, je pense que ça va être intéressant de voir le tout. Je crois, comme je l'ai mentionné, que SpaceX, peut-être sur l'année qui va venir, moi personnellement, peut-être qu'ils vont aller plus bas. Mais si l'idée de bâtir des data centers dans l'espace s'avère réelle, c'est peut-être un pari qui pourrait changer énormément de choses. Parce que l'on bâtit une économie dans l'espace. C'est pas rien, c'est quand même intéressant, là. Et avant de changer de sujet, je termine juste sur une analogie que moi j'ai en tête par rapport à ça. Puis peut-être que tu étais trop jeune, Antoine, pour te rappeler de ça. Il y a des gens qui nous écoutent qui vont probablement faire le parallèle. Le data center d'aujourd'hui est ce que le modem dial-up a été dans les années 90. Donc, il y avait des compagnies qui produisaient des cartes numériques pour lesquelles on se connecter sur Internet. Ces compagnies-là ont explosé. Il y avait beaucoup de demandes. Il fallait renouveler sa carte pour quelque chose qui était plus rapide, pour aller chercher plus de force. Et du jour au lendemain, tout ça a disparu parce que le seuil minimal acceptable a été atteint en termes de vitesse. Et là, c'était plus important de renouveler son modem pour la nouvelle génération. Plus personne aujourd'hui dit « Hey, je vais changer mon modem à la fin de l'année pour en acheter un nouveau ». C'est dans le fond du garde-robe et ça reste là pendant 1 an, 3 ans, 5 ans. On va atteindre un seuil minimal acceptable qu'on va être capable de rouler l'IA sur quelque chose qui est local. Et même s'il y a des robots en production qui vont être libérés en masse, mais je pense que la puissance de calcul va être faite à l'intérieur du robot, à l'intérieur de nos téléphones, à l'intérieur de nos ordinateurs, comme on fait en puissance de calcul de bureautique aujourd'hui. Et on n'aura plus besoin de se fier sur une infrastructure qui est si loin dans un cloud à l'extérieur. Et il y a l'aspect de confidentialité des données aussi qui va être beaucoup mieux quand ça va être en local. Donc, à suivre, moi, je compare le data center d'aujourd'hui au modem dial-up. Je ne sais pas c'est en français comment on l'appelait, mais des années 90. Et du jour au lendemain, on n'aura plus une aussi grande nécessité de se fier sur quelque chose à l'extérieur. On fait une pause sur le podcast en cours parce que je veux vous parler d'une entreprise que j'aime tant et cette entreprise se nomme Hello Darwin. Présentement, vous faites face peut-être avec votre organisation à des défis, vous voulez plus de croissance, vous avez besoin de liquidité. Eh bien, plus souvent qu'autrement, on ne le sait pas, mais la liquidité fait partie de ce que le gouvernement peut nous offrir via des subventions. Mais nous, en tant qu'entrepreneurs, en tant que dirigeants d'entreprise, on n'a pas le temps de regarder ça. On ne sait pas exactement où donner de la tête et on n'a pas envie de remplir des documents qui sont tellement long. Et c'est ici que Hello Darwin vient faire son travail. Si vous travaillez avec les experts de Hello Darwin, ils vont faire tout le travail pour vous. Ils vont remplir les formulaires, remplir les différents documents et aller les chercher, les subventions dont vous avez droit. Et ces subventions, par la suite, vous allez pouvoir les utiliser par la suite les liquidités et réinvestir dans votre croissance, dans la croissance de votre organisation. Si vous aimeriez en savoir un petit peu plus sur leur service, vous avez simplement à aller au go.hellodarwin.com/hypercroissance. Donc, je le répète, go.hellodarwin.com/hypercroissance. Remplissez un formulaire, dites-leur que vous venez du podcast et vous allez obtenir un rabais en travaillant avec eux. Et par la suite, je vous le dis, vous allez être capable d'utiliser ces liquidités et réinvestir dans votre croissance d'entreprise. De retour à l'épisode en cours. Donc, on se réécoute dans 5 ans. L'endroit où est-ce que je suis d'accord avec toi, je pense que oui, on est peut-être, je ne sais pas si le terme bulle est bon à utiliser, mais on dirait que tout est trop parfait en ce moment. Et quand tout est trop parfait, habituellement,
c'est trop parfait et trop est jamais une bonne nouvelle. Les indices boursiers sont à la hausse, tout va à la hausse, personne ne fait de l'argent en IA, mais tout le monde vaut des centaines de milliards de dollars. On appelle 4-5 de nos chums, on vaut 50 milliards de dollars. Tout me semble trop parfait. Ça me rappelle un petit peu ce qu'on avait vu à la fin de 2021, quand il y avait énormément d'argent dans le système et tout le monde valait des centaines et des centaines de millions. Maintenant, ici, il y a une technologie qui change tout. L'endroit, par contre, que je suis en désaccord avec toi, je vais prendre le pari inverse. Je pense que la consommation de tokens globalement dans une économie, je vais réutiliser le terme ici, global, va aller sur un effet de magnitude dans le futur de manière impressionnante. Et la personne et la personne qui va être capable de contrôler cette infrastructure pour transformer un petit peu des électrons en tokens, et je pense que Elon Musk est bien placé ici, risque d'être capable de tirer considérablement son épingle du jeu, d'autant plus que, je ne sais pas si tu as vu, mais la plupart des États américains en ce moment bannissent la création de data centers. C'est un casse-tête impressionnant pour bâtir des centres de données sur Terre, si on peut le dire ainsi. Donc, s'il y a une alternative viable et que la seule entreprise qui est capable de te l'offrir, c'est une entreprise qui est verticalement intégrée et qui a la capacité de, un, bâtir ses modèles, mais deux, d'avoir des fusées qui s'en vont dans l'espace pour également bâtir l'infrastructure, là, tu as une protection, on appelle ça en anglais un moat, qui est quasiment insurmontable. Il y a pas un joueur sur le marché qui va être capable de pouvoir faire la même chose. Donc, je pense que c'est là que des gens sont prêts à dire vas-y à 100 fois tes revenus, j'y crois à cette vision-là, et d'autres, comme toi, n'y croient tout simplement pas. C'est correct, c'est ça le but du jeu. Et j'amène un autre argument là-dessus, Antoine, pour que le data center fonctionne bien. Dans tous les data centers de la planète présentement, on a besoin d'humains qui sillonnent les allées pour venir valider si le câble est bien branché, pourquoi qu'il y a une panne là. On n'a pas réglé ce problème-là tant que ça dans l'espace. Mais écoutez le vidéo. allez voir le vidéo. Okay? Il est quand même intéressant, le vidéo que je t'ai envoyé de Elon, qui explique que lui, selon lui, en termes d'ingénierie et de design, c'est 10 à 15 fois plus facile d'intégrer un data center dans l'espace que c'était à la base de bâtir un satellite Starlink. Donc, ils sont plus confiants à l'interne, il le dit là, littéralement, ils sont plus confiants à l'interne de lancer. Puis en data center, allez voir le vidéo, c'est quand même assez intéressant. Ça ressemble davantage à un satellite qu'à un data center de ce que toi et moi, on a en tête d'un data center, soyons clairs. Donc, ils vont peut-être trouver un nom différent pour ça. Mais ça a le plus une image d'un satellite, on peut le dire ainsi. Là. Et sans vouloir être arrogant, je dirais peut-être aussi confiant que Elon l'est depuis 2019, que la conduite autonome arrive dans 6 mois. Donc, voilà, je relance ça. D'ailleurs, si vous voulez voir une excellente vidéo d'Elon Musk, allez sur YouTube, tapez 2007 Elon Musk. Je suis tombé là-dessus hier. C'est quelqu'un qui a ressorti une interview de 2007 d'Elon Musk. Là, vous allez voir, là, c'est le jeune Elon Musk. Donc, il y a 20 ans et il prédit exactement où ce qu'il est rendu aujourd'hui d'une manière impeccable. Et ce qui m'a frappé, Antoine, je ne sais pas si tu l'as vu, cette vidéo-là, sa capacité d'allocution, elle est impressionnante. Moi, quand je l'ai vu, Elon Musk, dans les années d'après, j'ai toujours pensé qu'il avait de la difficulté à communiquer et que là, il y avait un coach qui le suivait pour améliorer sa capacité d'être fluide dans son parler, de puncher, de pas trop bégayer. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé entre-temps, mais en 2007, il était d'une fluidité incroyable, soutien du regard, pratiquement pas de bégaiement. Et je ne sais pas ce qui est arrivé à travers le temps, mais ce n'est pas exactement le même Elon Musk. Donc, ça pourrait peut-être être ça. Ou pas grand sommeil aussi. Donc, le stress, pas grand sommeil, manger beaucoup trop de burgers. Puis bon, il y a beaucoup de rumeurs qui, comme quoi, des fois, il prendrait des choses pas tellement bonnes pour la santé pour rester éveillé. Donc, mixe tout ça ensemble, ça peut t'amener à bégayer. Juste avant de te laisser filer, je sais que tu dois partir bientôt, Jonathan. Une micro-nouvelle qui est intéressante. Tu es un grand fan de Claude, tu es un grand fan de Anthropic. Ils ont lancé pendant 24 heures, 30 heures la semaine dernière, leur nouveau modèle qui fait partie de la suite Mythos qui s'appelle Fable 5. Ils le lancent et finalement, juste pour redonner également un petit peu de contexte à l'audience, les modèles Mythos ont fait énormément de bruit avant leur lancement. Dario, qui est le CEO, et l'équipe complète de Anthropic. D'ailleurs, allez vous renseigner sur l'entreprise Anthropic. C'est intéressant de comprendre tout ce qui se déroule. Quelques points qui ont fasciné mon esprit en faisant beaucoup de lectures sur l'entreprise. Tous les cofondateurs sont encore en place. Si vous allez voir des entreprises comme OpenAI ou autres, ou même XAI, il n'y a plus beaucoup de cofondateurs qui sont en place. Ils sont tous encore là chez Anthropic. C'est dirigé par un frère et une sœur. Ça, c'est important de le mentionner. Le CEO, c'est Dario. Et sa sœur, c'est la présidente. Maria, je pense, mais je ne me rappelle plus exactement. Mais bon, c'est quand même assez intéressant ce qui se déroule chez eux. Beaucoup de bruit qui était sorti sur ce fameux modèle, trop dangereux pour tout le monde. Donc, je pense 4 ou 5 entreprises dans le monde avaient le droit de le tester et finalement de donner du feedback avant qu'il soit lancé. Finalement, une partie de ce modèle-là a été lancée la semaine dernière. Déjà, je pense que ça l'a épaté beaucoup de gens. Très, très cher, certes, mais excessivement puissant. Et en l'espace de 24 heures,
les autorités américaines ont pour la première fois émis un mandat de stopper à court terme le lancement de ce modèle. Donc, c'est la première fois vraiment que la politique s'est intégrée, on peut le dire ainsi, à l'évolution et au lancement de ces modèles-là. Et le paradoxe qui est assez impressionnant dans tout ça, c'est que c'est Anthropic qui, depuis des mois et des mois, crie haut et fort dans leur communication, dans leur marketing, j'ai envie de te dire, on doit mettre des régulations en place, on doit stopper ces modèles de grands méchants loups. Et finalement, c'est eux qui se font stopper parce que c'est eux qui ont le plus fort modèle. Et j'ai analysé l'entièreté de ce qui s'est déroulé sur le 24 heures qui s'est passé ici. Ils ne sont pas contents, Anthropic, là. Même s'ils demandent depuis un bon bout de temps d'avoir des régulations, ils ne sont pas contents ici, mais pas du tout. En mode, il y a quasiment un paradoxe qui s'installe ici parce qu'ils le mentionnaient haut et fort que le modèle était trop puissant. Mais si vous voyez la dynamique qui s'est mise en place entre le gouvernement américain et Anthropic, ils ne sont pas du tout contents. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça? J'ai deux opinions là-dessus, ou du moins d'une lecture de l'extérieur. Premièrement, quand on parle de modèle, dites-vous, c'est un mot très compliqué pour dire cerveau numérique. Fait que c'est un nouveau cerveau numérique qu'Anthropic a lancé qui est à date de loin supérieur au niveau des tests qui ont été faits sur tous les autres cerveaux numériques. Ça faisait longtemps qu'on attendait que ce cerveau numérique-là soit disponible au public. Il y avait des rumeurs dans les journées d'avant qu'il y avait la série d'étapes précédentes de tests pour que ça s'en vienne au public. Et effectivement, ça a été pendant 4 jours disponible. J'ai vu des merveilles qui ont été faites pendant ces 4 jours-là. J'ai vu beaucoup de grogne, des gens qui ont commencé des discussions avec la déclinaison de Mythos qui s'appelle Fab 5, parce que là, maintenant, c'est plus disponible. Puis effectivement, le gouvernement a mentionné, a forcé, dans le fond, Anthropic à fermer l'accès extérieur, mais Anthropic a décidé de fermer l'accès mondial. Et c'est là que je veux porter ton attention sur quelque chose, Antoine. Quand Anthropic a lancé Fab 5, il a donné accès à certains usagers dans certains forfaits à Fab 5 pour quelques jours. Et après ça, c'est payant. Donc, c'était simplement temporaire. Pas autant gourmand qu'on s'attendait. On s'attendait à un x4 ou x5 de gourmandise en termes de tokens, en termes d'utilisation. C'était seulement x2. Et moi, je suspecte qu'ils ont eu tellement de demandes que pour eux, ça faisait leur affaire de fermer pendant un certain temps. Leur infrastructure n'est pas capable, je pense, d'avoir autant de demandes. On l'a vu, ils ont fait x80 dans le dernier trimestre. C'est, je pense, un beau coup de marketing qui est également orchestré, pas nécessairement volontairement, mais ça crée un énorme coup de marketing encore plus. Et ça prouve que le gouvernement essaie de mettre à mal Anthropic. Et j'apporte à votre attention quelque chose de vraiment intéressant, là. Tous les organismes gouvernementaux aux États-Unis ont eu une ordre de bannir Anthropic. Eh bien, ça a été prouvé que la NSA aux États-Unis, malgré ce bannissement-là, utilise Mythos. Parce qu'ils disent que ça ne devrait pas rentrer dans le blacklist du Pentagone. C'est un moment de sécurité nationale à part. Donc, encore une contradiction du gouvernement. Moi, je suspecte que ça vient de l'équipe de Trump également, carrément, qui veulent encore... C'est très politique. Exactement, c'est très politique, tout ça. Très politique. Mais je pense que ça sert Anthropic au final en termes de coût marketing, en termes d'aide pour donner un petit peu de respiration à l'infrastructure en arrière, de bouffée d'air frais à l'infrastructure en arrière. Ils vont revenir éventuellement avec probablement un modèle qui va être payant à l'utilisation. Et la prémisse du gouvernement américain en arrière de tout ça fait pas de sens. Ils disaient qu'il y avait moyen de contourner les garde-fous de sécurité de Mythos, de Fab 5, la déclinaison Fab 5, pour s'en servir pour trouver des failles de sécurité. Et la logique d'Anthropic, c'est non, c'est pas faisable, ou du moins ce que vous énoncez verbalement comme technique, tous les autres cerveaux numériques ont la même possibilité de manipulation. C'est pas plus dangereux avec le nôtre. Donc, il n'y a pas de raison. Et le gouvernement ne semble pas avoir prouvé vraiment leur dire qu'il y avait un problème. Donc là, on flotte dans l'espace présentement sous du verbal et non des faits. Donc moi, je pense que c'est coup de marketing impressionnant pour Anthropic, causé encore par l'administration américaine. Et je pense que ça va juste les aider au final encore une fois. Leurs 2 meilleurs coups de marketing de l'année, c'est à cause de Trump. Quand il a refusé le modèle de Claude pour leurs opérations militaires, automatiquement, le lendemain, tout le monde bannissait leur compte OpenAI et se retrouvait chez Claude. Et je pense que peut-être la même chose va se dérouler ici. Mais bon, il y a beaucoup de choses à analyser ici. Tu vois, si on regarde en profondeur ce qui a été fait, la personne qui a levé la main pour dire que c'est pas prêt, c'est dangereux, il y a énormément de failles de sécurité, c'est un des plus gros investisseurs. C'est Andy Jassy, le CEO de Amazon,
qui a levé la main au gouvernement américain et dit attention, ça fonctionne pas. Souvent, on appelle ces grandes entreprises-là pour leur demander leur coup de main. Amazon était une de ces entreprises qui utilisait Mythos. Et Amazon, qu'on soit clair aussi, c'est un des plus grands investisseurs chez Anthropic. Là. Il a fait partie des premières rondes d'investissement depuis le départ. Et on mentionnait qu'il manquait encore des garde-fous pour que ça soit prêt. Après, peut-être que cette information-là s'est transformée dans un sandwich d'informations qu'on a mis ensemble pour créer une narrative qui fait aucun sens. Ça se peut très bien aussi. Hein. On peut prendre la parole à gauche puis la transformer dans une narrative à droite qui est complètement différente, mais à cause que lui nous le dit et qu'il l'a utilisé, on le prend pour du cash et on ne veut pas le lancer. Mais tu vois, je pense qu'on rentre dans un environnement où est-ce que de plus en plus, je ne serais pas surpris, même si les gouvernements américains avaient déposé des décrets en début d'année comme quoi on va se sortir de tout ça, on les laisse faire leur technologie, je ne serais pas surpris qu'il y ait de plus en plus de règles qui se mettent en place parce que peut-être qu'on arrive au point, Jonathan, que là, oui, les IA c'est plus juste quelque chose que toi et moi, on pense qui peut être dangereux. Oui, peut-être que là, il y a des vrais risques de cybersécurité assez importants. Ça a été le gros argument derrière Mythos. Mais bon, à voir. J'ai hâte de voir comment tout ça va se régler. Je ne serais pas surpris que d'ici le prochain podcast, le modèle soit revenu en ligne. Je termine avec l'aspect du risque de sécurité pour tous ceux qui sont en affaires présentement, qui utilisent des logiciels, donc tout le monde, ou qui ont développé des logiciels. Là. Tout le monde s'affole présentement par rapport à Mythos, quand il n'y aura plus nécessairement de garde-fous, s'il y a d'autres cerveaux numériques qui sortent sans garde-fous. Et ce que je disais dans la dernière conférence que j'ai faite sur l'intelligence artificielle, c'est temporaire parce qu'on va juste avoir une fenêtre de 3 à 6 mois pour corriger les failles de sécurité que l'humain a créées dans les 2-3 dernières décennies. Et après, les prochaines lignes de code qui vont sortir vont devenir beaucoup plus sécuritaires. Donc, on vit dans un monde non sécuritaire présentement parce que c'est l'humain qui faisait les lignes de code. Là, on va passer avec les cerveaux numériques par-dessus ces lignes de code-là pour corriger les failles. Et les prochaines lignes de code qui vont sortir vont être beaucoup plus sécuritaires. Donc, c'est simplement temporaire, quelques trimestres pour ceux qui vont faire leurs devoirs. Donc, si vous avez des lignes de code dans vos organisations, ça va être super important de les passer au peigne fin pour venir corriger ces failles-là. Mais après, on va vivre dans une réalité qui va être beaucoup plus sécuritaire. Donc, on s'en va dans une belle horizon devant nous. Jonathan, merci d'avoir pris du temps comme à chaque semaine avec nous. Autre chose avant que je te laisse filer? C'est complet pour cette semaine, Antoine. Toujours un plaisir. Toujours un plaisir de parler d'IA. Et la semaine prochaine, l'entreprise SpaceX. 3 milliards, 4 milliards de valorisation boursière. Où aura-t-elle descendu en bas d'1 trilliard? On va suivre ça de près avec vous. Jonathan, merci d'avoir été avec nous. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hypercroissance.